Maréchal. Il y a toutes sortes de tendances supposément santé, supposément pour améliorer votre longévité. Puis comme humain, on le sait, il y a des deux certitudes dans la vie. Les impôts et le fait qu'on va tous mourir. Évidemment, on veut tous que ça soit plus tard et on veut tous vivre vieux et en santé, bien sûr. Alors les gens, peut-être vous nous le direz, n'est-ce pas, Olivier? On prend tous les commentaires. Ben oui, biohacking, on va en parler un peu. Jeûne intermittent, c'est quoi votre tendance? Est-ce que vous avez une tendance ou du moins ça vous intéresse, mais pas? Pas en tout. Écrivez-nous 187 Cube Radio ou appelez-nous 1877 827-2346. Et je pense que les gens vont sans doute nous dire qu'ils sont en tout cas intéressés par ces nouvelles tendances. Le jeûne intermittent, moi j'en connais beaucoup là, qui en font. Mario Dumont le matin fait du jeûne intermittent et nous le dit souvent. Sur la question du poids, je viens de tomber sur une étude qui est sortie aujourd'hui. En fait, c'est un sondage de Léger. Et il semble qu'aujourd'hui, il y a un Canadien sur 10 qui prend le médicament Ozempic ou ses dérivés là, ou d'autres molécules du genre, surtout pour perdre du poids. Je vous rappelle que c'est un médicament qui, normalement, est fait contre le diabète. Hein. Qui est remboursé, d'ailleurs, par le régime public si vous avez le diabète. Il y a des régimes d'assurance privée aussi qui le couvrent pour l'obésité. C'est assez cher. Hein? Ça peut être 500-600$ par mois à peu près. Là. Mais quand on voit là, que c'est 11% des personnes qui ont répondu au sondage Léger qui disaient qu'elles songeaient même à prendre du Ozempic. C'est quand même pas rien. En plus de celles qui disent qu'ils le font déjà aujourd'hui, là, qui s'injectent un médicament de ce type-là contre le diabète de type 2 ou gérer leur obésité sur ordonnance. Puis on le voit, là, peut-être que votre médecin vous le prescrit, vous nous direz. Éric Simard est avec nous. Il est docteur en biologie. Il est spécialiste justement de la longévité. Donc, c'est la bonne personne pour nous parler de toutes ces tendances. Que tu voulais d'ailleurs faire un peu la lumière là-dessus parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, te répertorier tellement de pseudo-influenceurs ou en tout cas des gens, des citoyens qui disent « Ah, moi, j'ai pris des peptides, j'ai pris toutes sortes d'affaires, je fais du jeûne intermittent. » Y a-t-il quelque chose de bon là-dedans, Éric? Ah, ben, en fait, Isabelle, d'entrée de jeu, je vais te répéter ce que je t'ai déjà dit en ondes. Dans mon livre à moi, tout le monde devrait jeûner. Les humains sont faits pour jeûner. On est une petite bête qui a été construite, qui s'est développée, qui a évolué avec la capacité à facilement aller emmagasiner de l'énergie, facilement aller la chercher. Aujourd'hui, on a un de nos problèmes de société. Ce que tu parlais au niveau de l'Ozempic, là, ça transcrit tout simplement, très clairement, le fait qu'on a un problème de société actuellement avec l'obésité qui est en augmentation flagrante. Là, ça fait au moins une dizaine d'années, mais là, on atteint des niveaux épouvantables. On voit apparaître du diabète de type 2 chez des jeunes, ce qu'on ne voyait pas dans le passé. Donc, il y a une grosse problématique qui est très certainement reliée au fait que d'un côté, comme société, on mange trop de glucides, j'en suis convaincu, ça va de soi, puis de l'autre, on mange tout le temps. Trop de sucre, oui. On n'est pas fait de manger tout le temps, ça c'est clair en fait. Et le jeûne a des bénéfices santé vraiment énormes qui sont fantastiques, qu'on ne peut pas atteindre d'une autre façon non plus, même avec des saines habitudes de vie, avec une très saine alimentation, on ne peut pas avoir accès à tous les bénéfices santé qu'on peut avoir via le jeûne. Maintenant, tu disais qu'on retrouve de rien, de tout et de rien, en fait, là, dans tout et son contraire, comme on dit souvent. Là. C'est beaucoup relié au fait, il faut comprendre une chose, en fait, aussi, Isabelle, c'est que les études sur le jeûne, généralement, vont porter sur des gens qui sont en mauvaise santé métabolique. Ah oui. Oui. Et le jeûne est un message, est un stresseur, c'est un élément stresseur, hein, si vous voulez dire, qu'on devrait appeler un hormétique. C'est un stresseur qui va causer une réponse de l'organisme qui va être bénéfique par la suite, mais on a besoin d'une période d'adaptation. Donc, les gens qui commencent à faire du jeûne vont s'adapter sur une période de plusieurs semaines et vont finir par tirer profit, en fait, des bénéfices qu'on peut aller chercher dans le jeûne, mais ils ne les auront pas initialement. Fait que quand on regarde les études sur le jeûne... Au début, ils vont surtout avoir comme des effets secondaires pas chouettes, là. C'est ça. Ils vont avoir une augmentation de la production de cortisol, ils vont avoir probablement des nuits écourtées, des problèmes de sommeil, ils vont avoir mal à la tête. Des maux de tête, des problèmes d'appétit même. Hein? Ils peuvent avoir faim tout le temps. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est qu'une fois que tu es capable de rétablir la nature des choses, parce qu'on ne serait pas supposé de manger tout le temps, ben, le jeûne, de l'autre côté, va finir par les amener à mieux contrôler l'appétit, à avoir un meilleur sentiment de la satiété, à avoir même des impacts préventifs au niveau des maladies dégénératives, au niveau du cerveau. Le jeûne a des bénéfices énormes. Mais ce que je dis là est important, c'est parce que là, quand on regarde les études à court terme, souvent, on va tirer des conclusions que, ouais, mais savez-vous, le jeûne, c'est pas bénéfique. Oui, ils attendent un peu, là. Je veux dire, les gens qui jeûnaient, ça fait combien de temps qu'ils jeûnent? C'est des gens qui étaient dans quelle situation métabolique? Quand tu regardes le court terme, effectivement, on aurait tendance à dire c'est pas bénéfique.
Et quand on regarde le long terme, c'est très clair que ça l'est. Fait que là, on voit des deux discours, finalement, et la population ne sait plus où se retrouver à travers les discours, qui sont souvent même des discours contradictoires scientifiques, là. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens, si vous faites du jeûne intermittent, appelez-nous parce qu'on aimerait ça savoir comment ça fonctionne pour vous, depuis combien de temps vous le faites. Si vous envisagez d'ailleurs le faire, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire jusqu'à maintenant? C'est la notion aussi de satiété ou de faim là, qui rebute souvent les gens. Puis des fois, c'est pas évident. Tu travailles, t'as pas envie de jeûner parce que c'est 16 heures, 8 heures. Hein? C'est ça, en gros, qu'on dit? C'est-tu comme ça? En fait, si on voulait être puriste dans l'usage des mots, on devrait appeler ça de l'alimentation à temps restreint, ce qu'on appelle du 16-8 ou du 18-6. Là. Donc, on mange pas pendant 16 heures ou on mange pas pendant 18 heures dans la journée. Ça a déjà un bénéfice. Sauf qu'il faut savoir que il y a un bénéfice supplémentaire à se rendre à la période où tu vas vraiment forcer le foie à envoyer un message à la masse adipeuse de libérer ta réserve d'énergie. C'est quand, ça? Bien, la majorité des gens, ça va être 24 ou 36 heures. Oh, et là, ça, c'est dépendant. C'est un peu... Il faut voir la réserve d'énergie comme étant des cabanons que vous avez dans la cour. Là. Et si, au fil des années, vous avez construit des nouveaux cabanons pour emmagasiner beaucoup, vous n'êtes jamais été chercher quoi que ce soit à l'intérieur, bien, curieusement, le corps n'est plus capable d'y aller. On appelle ça de la résistance à l'insuline. La cour est pleine. Oui, puis là, tu n'as plus accès à tes cabanons, ils sont tous barrés, tu sais plus ce que tu as mis. Ben ça, c'est de la résistance à l'insuline. Et là, il va falloir y aller progressivement, puis avec le temps, pour finir par réussir à retrouver les clés, puis être capable de débarrer ces cabanons-là. Mais c'est réellement ça qui se passe. Donc, une personne que les cabanons sont débarrés, là, à 24 heures environ, il va commencer à puiser dans ses réserves d'énergie. Et ce mécanisme-là, le message, en fait, corporel qu'on devrait envoyer fréquemment, en fait, à l'occasion, en fait, au corps, est très, très bénéfique. Est-ce que tu jeûnes? Oh, j'ai rien mangé aujourd'hui. C'est vrai? Depuis quand? Depuis hier? En fait, tu parlais du travail, honnêtement. Oui. Oui, depuis hier au soir. En fait, moi, je fais 3 ou 4 fois par semaine, c'est ce que j'explique entre autres dans mon 5e livre, là. Ce qu'on appelle des OMAD pour One Meal a Day. Je vais manger juste une fois dans la journée. Et souvent, même, je vais aller jusqu'à m'entraîner à la fin de la journée, juste avant le repas du soir, justement, pour des raisons que j'explique aussi à l'intérieur du livre, là. Donc oui, moi, j'ai intégré ça de façon très courante. Puis là, tu parlais de travailler tantôt. Honnêtement, en fait, Isabelle, c'est encore plus facile les journées qu'on travaille que les journées qu'on travaille pas. Parce de lunch à faire. Oui, puis là, souvent, quand tu es occupé, ben, tu continues à travailler puis tu passes tout droit, tout simplement. Et c'est un des trucs que je donne, honnêtement, parce qu'on a beaucoup de conditionnements par rapport à l'alimentation qui font en sorte qu'on a tendance à se dire à midi, il faudrait... Je suis obligé de manger. Oui, c'est ça. Puis là, tu viens de dire le bon terme, il y a du monde qui se sent obligé de manger. Écoute, ma conjointe à moi, là, elle a pendant des années, elle n'a pas déjeuné, puis elle le disait pas à personne parce qu'elle avait peur de se faire juger. Non, mais c'est... Oui. Fait que quand on parle aussi du risque que le jeûne cause des troubles alimentaires, moi, je te dirais que d'après moi, c'est le contraire. Parce qu'actuellement, il y a plein de gens qui se forcent pour manger quand ils n'ont pas faim. Puis finalement, ils ont perdu la relation très saine qu'on devrait avoir avec le vrai appétit, le fait de se nourrir réellement, puis du sentiment de satiété, parce qu'on a tellement démonisé le fait d'avoir faim qu'aujourd'hui, on a peur finalement d'avoir faim. Mais honnêtement, c'est un peu drôle, mais les gens qui jeûnent ont moins faim. Parce que tu as un meilleur contact, justement, avec la satiété. C'est vrai, il y a cette espèce d'expression, surtout visuelle, qui dit moins tu manges, puis plus ton estomac rétrécit. Ah oui? On sait bien que l'estomac rétrécit pas, c'est une façon de parler. Ça veut dire que tu as moins faim. Est-ce qu'il rétrécit pour vrai? Il fait comme ça? Oui, il rétrécit pour de vrai. Oui. Il rétrécit pour de vrai. Puis ce qui est drôle, facile à comprendre en passant d'un point de vue biologique, c'est que l'estomac, c'est comme si tu avais une poche en rubber, là. Ouais. Que quand tu l'étires, il se fait des petits trous dans la paroi qui laissent passer des messagers. Mais en fait, le message de satiété, que l'estomac est plein, on le reçoit parce que l'estomac étire, puis il y a des petites molécules qui rentrent. OK, c'est neuronal, Mais s'il est tout le temps étiré, c'est un peu le phénomène du vieux couple là, qui se parle depuis des années, qui se disent tout le temps la même affaire, ben maintenant, ils ne s'écoutent plus. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Le cerveau arrête d'écouter le message de satiété parce qu'il est toujours étiré. Tu comprends? Ouais. Fait que oui, elle peut rétrécir tout simplement. Et le corps humain est fait pour qu'on ait des périodes sans manger. Autant, en fait, pour le fonctionnement en tant que tel, même de tout un paquet, de la régulation de tout un paquet d'hormones, mais aussi du microbiote intestinal. Il ne faut pas oublier ça, là. Isabelle, élément facile à comprendre. Les bonnes bactéries de notre intestin ont pas besoin nécessairement d'aliments pour survivre. Les mauvaises bactéries ont besoin des aliments. De sucre, entre autres, hein? Oui, puis de l'apport alimentaire en général, mais la majorité de nos bonnes bactéries peuvent s'alimenter via notre mucus. Ouais. C'est comme si on choisit nous autres mêmes, comme organismes vivants, de les nourrir. Fait qu'on nourrit les bonnes, puis on nourrit pas les mauvaises. Fait que quand tu manges pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mauvaises, ils meurent. On a Guylaine qui est au bout du fil, qui fait du jeûne intermittent, justement. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Vous le faites depuis combien de temps? Moi, là, je vais être bien honnête avec toi, là, ça fait au moins 8-10 ans, OK? Oh, mais c'est involontaire, parce que je travaille sur des chantiers de construction, OK? Puis
Puis, je me couche à 8 heures le soir, je me lève à 4 heures le matin. Alors, puis je termine vers 17h30. Fait que le temps de me rendre chez nous, j'ai pas le temps de manger, là. Puis si tu te couches la bedaine pleine, ben, je suis parfaitement d'accord avec ce que le monsieur dit. Ouais. Parfaitement d'accord. Mon estomac, elle agrandit pas. Je ne prends pas de poids. Je pense que ça doit faire 4 ans. J'ai jamais pogné la grippe. Sinon, ça va très bien de même. Puis je me couche pas bourré. Puis je me lève, j'ai pas faim. Je mange 2 toasts quand j'arrive sur mon chantier. Eh boy, OK. Wow. Ben, c'est souvent comme ça pour les gens. Moi, dans une autre vie, j'ai fait merci, 3 mois. Guylaine, merci Guylaine. Beaucoup. J'ai fait 3 mois de construction, d'accord? Puis je suis d'accord. Puis aussi, j'ai de la famille qui sont dans la construction beaucoup. Et le matin, ça mange pas. Ou ça mange très, très, très léger pour pas se sentir justement rempli. Puis le fait qu'il se lève à des 4-5 heures du matin. J'imagine aussi les gens du matin de radio, il faudrait demander à Mario et Alex. Ben Mario, voilà. C'est normal, le matin, on n'a pas tant faim. C'est ça. Donc, moi, je me lève à 6 heures tous les matins sur le piton. Manges-tu un gros déjeuner? Non, c'est ça. Ben non, jamais de la vie. Ben, tu me vois, là. Mais moi, le problème, c'est que j'ai faim à 4 heures. À 4 heures, c'est comme... C'est là. Honnêtement, Isabelle, moi aussi, le souper, je trouve ça plus difficile pour toutes sortes de raisons. Les raisons sociales, mais aussi, on dirait que j'ai plus de faim en fin de journée. Ouais. Mais le matin, qui est ton seul repas, donc, de la journée, tu dirais, le souper? Oui, je fais ça à peu près 4 fois par semaine. Il faut comprendre aussi que, fort probablement, en fait, ça, c'est hypothétique, mais on le voit dans plein de phénomènes en biologie, qu'on est mieux de ne pas faire toujours la même affaire. Parce que le corps s'habitue? C'est ça. Ouais. En fait, moi, c'est ce que j'ai appelé l'approche pulsée, en fait. Ça fait que je fais pas toujours la même chose toute la semaine, mais d'un autre côté, ça m'amène tout simplement aussi le week-end à manger 3 repas par jour avec la famille. J'ai pas de problème avec ça non plus. Ouais. Aussi, une fois dans la semaine, j'ai un rendez-vous d'affaires, puis on va avoir un dîner le midi, je vais manger pareil. Là. C'est-à-dire, j'en fais pas une religion de ça. Mais c'est intéressant, mais je vais avoir des questions sur le métabolisme aussi, parce qu'il y en a qui disent c'est mieux de manger 6 petits repas, des petites bouchées pas longtemps, pour toujours avoir ton métabolisme qui fonctionne, plutôt que de pas manger pendant une longue période, puis que là, soudainement, les messages à l'intérieur, c'est comme « Hey, amène de la bouffe! » Tu comprends? Parce qu'on n'est plus capable. Fait que il y a ces deux écoles de pensée-là. Fait que après la pause, tu vas nous dire, mais on a quelqu'un au bout du fil qui a une question pour toi, Éric. Bonjour, Sylvain. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On écoute votre question pour Éric Simard, notre invité. Oui, la question, c'est de savoir si c'est bon pour quelqu'un qui est diabétique, un jeûne intermittent. Ah, très excellente question, là, puisqu'on parlait d'Ozempic. C'est très, très intéressant. En fait, ça dépend tout le temps, Sylvain, dans quel stade t'en es rendu. En fait, c'est sûr que si ça fait 20 ans que tu es diabétique, puis c'est un diabète de type 2, là, si c'est un diabète de type 1, c'est autre chose. Hein? Parce que là, c'est que le corps ne produit pas d'insuline, tout simplement. Il faut pallier. Le type 1, on va dire, c'est une maladie héréditaire. Le type 2, c'est plus une maladie qui est due aux mauvaises habitudes de vie. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? C'est généralement, le type 2 provient de l'aggravation d'un syndrome métabolique, donc avec la prise de poids, etc. Vous, c'est type 2, Sylvain? Oui, c'est héréditaire, le cadeau de ma maman. Donc, c'est vraiment un type 2? Ou c'est type 1? Oui, c'est un type 2. C'est un type 2. OK, le cadeau généralement... ma mère, ma grand-mère maternelle, il y avait tout le diabète, là. Le diabète, c'est tout le temps héréditaire. C'est pas gros, puis j'ai des bonnes habitudes de vie. Là. Donc, c'est type 1. 2. Il dit type 2. Ah, OK. Regardons. Il faudra regarder. En fait, là, il peut y avoir des situations... mais c'est que généralement, en fait, le type 2 va être causé par des mauvaises habitudes de vie, de la prise de poids. Puis si les gens que c'est relativement récent, on peut espérer le renverser carrément puis les ramener à la normale. Fait que ça peut être un outil même, en fait, à quelque part. Mais là, il faut que vous soyez accompagné. Au Québec, on a la chance d'avoir une médecin qui est une experte dans le domaine, qui donne des conférences à l'échelle internationale, elle s'appelle Dr. Evelyne Borduas-Roy. En fait, elle fait partie des cliniques du CMIE. Et ça prend une médecin de ce type-là, en fait, pour vous accompagner dans une démarche comme ça. Si vous êtes diabétique, là, ça prend vraiment un très bon encadrement. Est-ce que vous savez, Sylvain, là, si vous, c'est que vous ne produisez pas d'insuline du tout, là, qui est une maladie auto-immune, en fait, le type 1, le diabète de type 1? Non. Moi, c'est en vieillissant que j'ai développé un diabète. Là, je prends de l'insuline une fois par semaine à Woody. Je prends des médicaments, des pilules aussi qu'on dit diabète. Puis c'est plus... graduellement, après 40 ans, c'est ça. C'est de type 2, effectivement. C'est mais ça, c'est souvent... Mon médecin, il est resté surpris. Il dit, pourtant, t'es pas gros, tout. Il dit, j'ai une bonne hygiène de vie, puis je fais de l'exercice, puis tout. Mais il dit, t'es pré-diabétique, mais à un moment donné, mais en étant plus sédentaire et en vieillissant, ça a développé.
Ouais. Mais c'est souvent lié. On dit que c'est une maladie qui est surtout reliée aux habitudes de vie parce qu'effectivement, c'est souvent après 40 ans, de façon graduelle, ce type de diabète-là apparaît, lié à l'obésité, la sédentarité aussi. Éric Simard, tu vas confirmer? Oui, mais on a aussi des jeunes en population qui sont en mauvaise santé métabolique sans nécessairement être en surpoids. Fait qu'il faut faire attention. Wow, intéressant. Sylvain, on va aller à la pause. Sylvain, merci beaucoup de votre commentaire. Merci de nous appeler. Continuez de le faire. Oui, absolument. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On parle de jeûne intermittent, mais aussi, parce qu'on n'y en a pas parlé encore jusqu'à maintenant, de biohacking. On va vous dire tout de suite après la pause ce que ça veut dire. Et en tout cas, c'est des tendances qui sont de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux. À tout de suite.